Salut les devins, c'est Saikyo. Dragon Ball Super s'est terminé en épisode 131 récemment, et là, le dimanche 1er avril, non ce n'est pas un poisson d'avril, il a été remplacé par un nouvel animé. Pour information, cet animé a été annoncé, j'en ai déjà parlé mais je le redis ici, pour durer plus ou moins 50 épisodes, ce qui correspond à plus ou moins un an. Je vous laisse faire vos déductions, est-ce que DBS reviendra au bout d'un an ou pas, mais en tout cas vous avez l'info. Cet animé-là, c'est Gegege no Kitaro. Je l'ai regardé le soir même, en diffusion live, sans les sous-titres ni rien, par curiosité en fait, parce qu'à la base je ne comptais même pas le regarder. Je vais être honnête avec vous, je vais pas faire le connaisseur. Kitaro, je vais appeler ça Kitaro, parce que Gegege no Kitaro à chaque fois, ça fait un petit peu long. Sincèrement, je connaissais simplement deux noms, mais je n'avais jamais vu un seul épisode, je n'avais jamais entendu un seul synopsis, je savais même pas de quoi ça parlait en fait, mis à part que je savais que par exemple, la voix de Goku, Madame Nozawa, etc. avait déjà travaillé sur la licence, sur la série, mais je n'en savais pas grand chose de plus, mis à part quelques images que j'avais dû voir passer à droite à gauche sur internet de manière perdue, mais rien de plus. Donc, cette série qui est vieille de 50 ans, parce que oui, c'est une série commémorative anniversaire pour les 50 ans de la série, eh bien, me permet en fait de découvrir cet univers-là, et comme je vous l'ai dit, j'ai découvert en live samedi dernier, enfin dans la nuit de samedi à dimanche, c'était 3h du matin ce dimanche, sans sous-titres ni rien, et j'ai compris qu'il y avait une ambiance folle dans cet animé-là, et qui dit ambiance folle, bon, scénario, j'ai pas pu trop juger, mais de ce que j'ai vu, les événements avaient l'air de plutôt bien s'enchaîner, et en plus, côté musique et animation, franchement, c'était top. Et j'avais l'impression que le tout était super bien structuré. Et bien, sincèrement, j'ai vu l'épisode, je l'ai vu en entier avec les sous-titres et tout, vos STFR, je peux vous dire que ça assure vraiment cet animé complètement génial. Alors, c'est que le premier épisode, donc je peux pas qualifier l'animé entier de génial. Vous avez été nombreux à me poser la question de où est-ce qu'on pourrait voir cet animé-là. Alors moi, je vais vous dire comment j'ai fait, je l'ai vu sur Crunchyroll, mais pas la version américaine, parce que sur la version américaine, il y a Dragon Ball Super, du site Crunchyroll. J'ai été sur la version française de Crunchyroll, c'est pas du tout un partenariat ni rien, hein, vraiment pas, je connais même pas les gens de Crunchyroll, et si ça l'était je vous l'aurais dit, et du coup vous pouvez créer un compte, avec une période d'essai de 14 jours, faut insérer un moyen de paiement, Paypal ou carte bleue machin, il ne vaut rien prélever pendant les 14 premiers jours, c'est comme Netflix, si vous annulez avant la période d'essai, vous ne paierez rien. Donc si vous voulez tester Gegege no Kitaro comme ça et pourquoi pas par la suite continuer, je sais pas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas là-bas vous l'aurez avec des sous-titres officiels et une qualité visuel 1080p qui est vraiment top. Tout ça étant dit, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Première chose que je rappelle, c'est que dans cet animé-là, il y a vraiment beaucoup de voix, de seiyuu comme on dit en japonais, qui proviennent de Dragon Ball. Vous y retrouverez la voix de Goku, voix de Piccolo, enfin pas mal de monde. Dans cet épisode-là, j'ai pas vraiment entendu énormément de voix issues de Dragon Ball, j'ai pas été super attentif non plus. Celle de Goku, vous pouvez pas la rater vraiment. J'ai cru entendre celle de Piccolo quelque part, mais je suis pas bien sûr. Et après, bon, j'irai voir dans le détail un autre jour, mais voilà, dans tous les cas, que ça soit ceux de Dragon Ball ou pas, les voix sont superbes dans l'épisode, ça y a pas à dire. Et tout a commencé en fait avec l'opening déjà qui m'a saisi. Et c'est l'opening en lui-même qui m'a donné envie de voir l'épisode, parce que peut-être qu'avec un opening pourri, j'aurais pas été trop dans l'ambiance. Et l'opening, il est superbe en fait. Et en plus, il est chanté par le même chanteur en japonais qui chante l'opening, le dernier de Dragon Ball Super. Vous savez, Genkai Toppa, Limit Breaker, voilà, c'est ça. Le tout dernier opening du tournoi du pouvoir, c'est le même chanteur, dans un style beaucoup plus calme, mais ça pose direct l'ambiance. Ça te permet de découvrir un petit peu ce qu'on va te proposer. Donc ne zappez pas l'opening, et franchement ne zappez pas l'ending, parce qu'il est très sympa aussi. Mais l'opening vous montre quelle est l'ambiance, et vous fait comprendre un petit peu à quoi vous attendre, sans forcément vous dévoiler le scénario, mais ça vous met un petit pied, même un bon pied, dans l'univers de Gegege no Kitaro. Et ça déjà c'est très sympa, et c'est très fort de la part d'un opening. Donc, au final, l'histoire de base de Gegege no Kitaro, c'est quoi? Je vais vous parler le devin uniquement pour cet épisode-là. Pour les anciennes séries et tout ça commémoratives qu'il y a eu dans le passé depuis 50 ans, j'en sais rien du tout. Donc voilà, peut-être que vous voulez aller voir ça sur Google, mais en tout cas, là je vous parle de ce que j'ai vu et uniquement de ce que j'ai vu, j'invente pas. En gros, on nous fait comprendre, et qui est dit quasiment depuis le début, c'est le monde classique, la Terre, etc., l'époque qui a l'air à peu près la même que la nôtre, j'ai même pas fait gaffe s'il y avait une date à l'écran, mais c'est notre monde à nous finalement. On est au Japon, vous vous en doutez, et à côté de ce monde réel, eh bien il y a des êtres, des entités, en fait si vous voulez, que l'on appelle les yokai, qui sont invisibles à l'œil des humains. Vous connaissez sûrement le jeu Yokai Watch, je pense que c'est un petit peu dans le même principe parce que j'ai jamais suivi Yokai Watch, mais en gros un yokai c'est quoi? C'est un mot japonais pour désigner, comme c'est écrit sur Wikipédia par exemple, un esprit, un fantôme, un démon, ou entre guillemets une apparition étrange. Ce sont un type de créatures surnaturelles dans le folklore japonais. Ce sont même des choses qui existent dans certaines religions de notre monde actuel,
qui sont transposés un petit peu dans ce folklore japonais, pas comme dans Gegege no Kitaro, mais je veux dire le fait qu'ils puissent exister aux yeux de certaines croyances, certaines choses, certaines entités, certains êtres que nous ne voyons pas, mais qui pourtant seraient là parmi nous, seraient sur cette terre que nous partageons avec eux sans jamais avoir pu le savoir. Le début de l'épisode, c'est ça. On nous dit que ces yokai n'étaient pas apparus depuis très 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 longtemps, ce sont de vieilles légendes que les grands-mères racontent et tout ça, donc c'est plus limite devenu des histoires pour les petits-enfants au Japon, sauf que, vous vous en doutez, s'il y a une nouvelle série, c'est pour nous raconter que les yokai sont de retour. En gros, c'est ça. Les yokai, à quoi ça ressemble et tout ça, je vous montrerai par la suite. Donc, vous me pardonnerez les devins parce que quand je démarre un tout nouvel animé, j'ai du mal un petit peu à imprégner les noms. Et franchement, je vais pas dire que j'ai la flemme, mais j'ai pas eu envie de me forcer de les apprendre, parce qu'on nous a introduit quand même pas mal de nouveaux personnages, enfin pas mal. Je sais pas moi, 5, 6, 7, c'est pas un truc de ouf, mais voilà, fallait les retenir sachant qu'ils étaient pas tous forcément importants. L'héroïne de ce truc-là, je crois qu'elle s'appelle Mana, il y a même un moment il se fout de la gueule de son prénom. Le héros, alors je sais pas si le héros sera la fille ou le garçon, mais en tout cas, la fille, c'est Mana, elle c'est une humaine classique qui n'a jamais entendu parler de yokai, et le héros, il s'appelle Kitaro, et d'après ce que j'ai compris, il aurait pour surnom Gegege no Kitaro, qui voudrait dire en français Kitaro le repoussant. Et lui, Kitaro est accompagné de son père, sa voix c'est la voix de Goku, c'est Madame Nozawa, ça vous rappellera beaucoup de bons souvenirs de DBS, mais en même temps ça va vous faire drôle de l'entendre parler avec un ton de voix, une expression orale différente de celle de Goku, vous allez le remarquer, mais son père il est très atypique, il doit faire je sais pas moi, entre 5 et 10 cm, il tient sur une main, dans la paume de votre main, il a un corps qui est cul nu, il faut le dire, et sa tête c'est un œil, et il s'appellerait Papa Œil. Allez savoir comment ce truc-là est le père de Kitaro, peut-être que ça a été révélé dans les anciennes séries, pour le moment je ne sais pas. Donc, en fait, ce que je vous ai dit, que j'avais constaté quand j'ai regardé l'épisode le soir à 2h du matin et tout ça, eh bien, sincèrement, ça s'est avéré être vrai parce que l'épisode, je l'ai vu 4 ou 5 fois, pas en me forçant, par plaisir, en fait, de le regarder. Et ça, c'était super cool. C'est vraiment rare, même dans le cas d'une review, que je regarde un animé 4-5 fois quasiment d'affilée, hein, je vais vous l'avouer. Quand je vois du Boruto ou du bon Boruto, je vais le regarder 2-3 fois max. DBS, oui, bon, DBS, je le voyais très souvent. Je voyais 5-6 fois un bon épisode. Mais là, je me suis pas forcé ou quoi que ce soit, c'était pas pour le bien de la review que je l'ai revu. Ça m'a beaucoup plu, j'ai voulu m'imprégner cet univers-là, et mieux comprendre les choses et tout ça. Malgré tout, après l'avoir vu autant de fois, il y a quand même beaucoup de choses qui restent confuses, vous allez le remarquer, mais je pense que ces confusions pourraient s'expliquer si j'avais vu les anciennes séries, mais malgré tout, c'est pas plus mal comme ça, parce qu'au moins ça me permet de découvrir au fil de l'eau. Je ne sais pas s'il y aura des spoilers, des synopsis dévoilés par rapport à Gegege, je ne sais pas non plus si je serai là pour vous les présenter, et si ça a vraiment une utilité. D'ailleurs, cette review que je vous fais aujourd'hui, c'est un petit peu une review test, pilote, pas pour les vues ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste que si à partir de l'épisode 2 ça devient pourri, bon, je ferai peut-être une vidéo pour vous dire que c'était pourri, mais après j'en ferai plus. Il faudrait vraiment que cette série Kitaro reste aussi bien, aussi somptueuse qu'elle l'a été dans son premier épisode, pour que je vous en propose des reviews. C'est pas parce qu'elle remplace des BS que je vais me forcer à faire des reviews. C'est vraiment parce que c'est une œuvre de qualité, parce que l'occasion s'y prête, ça remplace des BS, oui, mais ça c'est vraiment 5% dans la balance, tu vois. Donc pour rentrer beaucoup plus maintenant dans le vif du sujet, j'ai l'impression de me répéter, eh bien on part d'un postulat de base dans lequel il y aurait une espèce de youtubeur, un truc comme ça, qui se met en plein milieu de Shibuya. Shibuya, si vous connaissez pas, je vous invite à voir des vlogs et tout. C'est un quartier au Japon, dans lequel je n'ai jamais été, mais c'est très populaire, dans lequel il y a d'énormes passages piétons, il y a beaucoup de monde qui traverse à cet endroit-là, et en gros, ce youtubeur-là, et ça c'est une parodie en fait de YouTube, il se met en plein milieu pour voir ce qui se passe quand les feux passent au vert et tout ça. Donc en gros, il veut défier un petit peu l'ordre, les lois en vigueur et tout ça, sans faire un truc de fou, mais il est dans l'extravagance, on va dire, pour le bien de sa chaîne YouTube. Ce qui m'a fait un petit peu penser récemment aux événements avec l'autre, là je sais même pas comment il s'appelle, Paul Logan ou Logan Paul, un truc comme ça. Celui qui a tasé des rats, ou je sais pas c'est quoi ce délire encore de cinglé. Bon, il a pas tasé des rats dans l'animé, mais il a voulu défier, faire des choses dangereuses. Pour lui et pour les autres. Et qu'est-ce qui se passe? De manière inexpliquée, ce gars-là se transforme en arbre, un espèce d'arbre rougeâtre, qui me rappelle je ne sais plus quel arbre au Japon. Il y a un arbre qui est rouge comme ça, si vous savez en zone commentaire, dites-le moi. Il y a les fameux sakura, qui sont très connus au Japon, qui sont des fleurs un petit peu blanchâtres, rosées, mais il y a des arbres qui sont très rouges, limite pourpre, comme ça à Bordeaux, qui sont très très jolis, et ceux-là, ils fleurissent en automne au Japon. Je me rappelle plus du nom. C'est un nom facile à retenir, mais je me souviens plus. Ils sont moins populaires que les sakura, mais tout aussi jolis. Ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Et d'un coup, toute la population autour se met à filmer, ils sortent leur téléphone et tout ça. On sent que ça devient un petit peu vicieux dans l'esprit des humains. Personne ne va l'aider. Et tout le monde essaye d'apprécier le moment, alors que le gars, il se transforme en arbre devant toi. Et puis, toutes ces personnes qui ont été, entre guillemets, mauvaises ou qui n'ont pas apporté d'aide, vous allez me dire, comment tu veux aider un mec qui se transforme en arbre?
mais réagis, appelle les secours, enfin, fais quelque chose, tu vois, sors pas ton téléphone pour filmer. Sauf que ça a été le cas, et toutes ces personnes qui l'ont fait se transforment également en arbres. C'est le postulat de base. Dans le début d'épisode, vous remarquerez qu'il y a quelques discours que, même en l'ayant vu 5-6 fois, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Il y avait des voix off, on ne voyait pas qui c'est qui parlait, etc. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant, on voyait une fille avec des sandales que l'on reverra plus tard. Il y a des petits trucs qui sont audio et visuels, qui posent le mystère, mais sans que personne dans la série n'en parle. C'est des images comme ça qu'on te montre. Presque, c'est un petit peu le principe des images subliminales, sauf que bon, là, tu les vois pendant 2-3 secondes, le subliminal. Je crois que c'est même pas une seconde, pour que ça soit subliminal d'après la définition. Mais c'est un petit peu ce principe-là. On te montre quelques petites choses, le mystère, etc., mais tu sais pas qui c'est, d'où ça sort. Et d'un coup, transition, mais qui n'est pas rude, que tu arrives à accepter dans ta tête, sur le groupe, pas forcément de héros, mais le groupe en tout cas de Mana, la fille. Ils discutent, ils racontent ce que je vous disais tout à l'heure, sur le fait que les yokai sont de vieilles choses. Ils commencent à croire un petit peu à leur existence, mais ils la réfutent en même temps, tu vois. C'est une discussion entre guillemets de bistrot, tu m'as compris, c'est une expression. Tout ça pour en arriver sur le mystère qui va enfler, tout simplement parce que ça va très vite en fait dans l'épisode. L'épisode est assez calme, mais il enchaîne assez vite ces scènes, et ça c'était cool de voir ce contraste-là. Il n'y a pas besoin d'avoir un animé qui crie dans tous les sens et tout ça, pour que ça soit vif, dynamique et structuré. Et ça, Kitaro le fait très très bien. Alors tout simplement, même si ces jeunes n'y croient pas, ils essaient de savoir où se trouverait une fameuse boîte aux lettres pour invoquer entre guillemets le fameux Gegege no Kitaro qui pourrait les aider à combattre toutes sortes de yokai et ce genre de choses. Là, on rentre dans la phase un petit peu plus mystérieuse de l'épisode, et vous aurez bien remarqué, si vous avez vu l'épisode, qu'au moment où Mana envoie son SMS, je crois, ou un email, il y a cette fameuse fille avec les sandales qui lui répond. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais elle apparaît dans l'opening ou l'ending, je ne sais plus. Je crois, oui, elle apparaît dans l'opening, et on voit sur la vitre qu'il y a une espèce de double d'elle-même, ou de yokai de elle-même, avec des dents pointues et tout ça, qui a l'air vraiment démoniaque, donc je pense qu'elle aura un rôle très important, mais cette fille-là leur donne le lieu, l'adresse de la boîte aux lettres de Kitaro. Donc elle a un rôle vraiment primordial, sauf que pour le moment elle n'a servi, mis à part à faire l'introduction avec Kitaro, elle n'a pas parlé, on l'a vu 4 secondes dans l'épisode à tout casser. Et sinon, à part ça, ce que j'aime bien, c'est la mise en scène. Storyboard, mais surtout la mise en scène qui en découle, c'est-à-dire que les plans qui sont choisis, tu vois de loin cette boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres en plein milieu d'une rue, mais l'ombrage, etc., le fait que les petits enfants qui sont autour du groupe de Mana disent que quand Kitaro viendra, tu entendras clap clap, clop clop ou je sais pas quoi. En gros, c'est quoi? C'est le bruit de ses pas quand il arrive. Tout ça a l'air un petit peu prendre des airs de légende urbaine, mais qui vont se réaliser. Et c'est à ce moment-là où t'es censé pas te chier dessus, mais presque, tu vois, parce que ça reste un animé pour les enfants, mais qui flirte avec le domaine du paranormal. On pourra avoir ce même genre d'histoire de manière horreur et horrifique. Cet épisode-là, cet animé-là ne le fait pas, parce que bien sûr, pour des questions de censure, d'horaire de diffusion, de public cible, tu peux pas mettre un truc d'horreur pour des petits enfants. Je pense que ce genre de choses pour des enfants de 10 ans, c'est vraiment le maximum. Il y avait rien du tout dans l'horreur, mais rien que le fait de suggérer que des choses paranormales puissent arriver, je pense que ça peut un petit peu terrifier certains enfants, tu vois. En tout cas, Kitaro ne se fait pas attendre, tout simplement parce que les événements de transformation en arbre continuent d'arriver. D'ailleurs, l'animation est très classe, les dessins aussi. Sur le visuel, si je devais faire un petit reproche, ça serait probablement sur le chara design. Alors, les chara design sont cool, mais c'est pas un style qui me plaît. C'est pas le fait qu'ils soient mal réalisés ou quoi. C'est vraiment un goût très personnel, peut-être que vous allez aimer, mais je les trouve beaucoup trop enfantins. Beaucoup trop visage arrondi, tout ça, beaucoup trop juvénile, alors que le personnage de Kitaro ne me fait pas ça. J'adore vraiment le chara design de Kitaro. Je le trouve même meilleur que les designs de Kitaro des années 60 et tout ça. Franchement, je pense que c'est le meilleur design de Kitaro, du personnage de Kitaro que l'on ait eu jusqu'à présent. Mais pour les autres personnages qui l'entourent dedans, bon, c'est pas mon truc, mais c'est tellement beau et somptueux niveau visuel que franchement, voilà, t'oublies. À partir de ce moment-là, nous sommes en fin de journée, bien sûr. Ça fait un petit peu plus peur quand le soleil se couche, quand la nuit arrive, tu vois. Et dans un long couloir en bord de fleuve, si j'ai bien regardé, avec ce fameux bruit, clop clop, clap clap, je sais plus trop quoi, d'une manière mystérieuse débarque Kitaro, qui va bien sûr surprendre nos amis. Il arrive dans leur dos, puis d'un coup se retrouve devant, donc tu comprends qu'il a des capacités physiques qui dépassent un petit peu les humains, parce qu'un humain normal n'aurait jamais pu faire ça, passer derrière toi et devant sans que tu t'en aperçoives. Faut avoir un minimum d'agilité, de rapidité, tout ça. Et finalement, Kitaro est quelqu'un de très accueillant qui s'excuse d'avoir fait peur. Il se présente comme étant Gegege no Kitaro, soit Kitaro le repoussant. Ça donne pas très envie, mais bon, en même temps, il est plutôt mignon, il est petit et tout. Et pendant que Mana est effrayé, eh bien, il sort aussi l'œil, le père de Kitaro, avec la voix de Goku. Un personnage sur le chara design, voir un œil avec un cul nu, sincèrement, c'est pas trop ça.
mais je trouve que en duo, en binôme avec Kitaro, son fils, ça passe très très bien. Pour la petite anecdote, la voix du père de Kitaro, la voix de Goku, avant c'était la voix de Kitaro, mais là ils ont inversé les rôles. Bon, c'était vraiment pour vous dire ça, en fait ça sert à rien, mais bon, vous savez. Et donc oui, cet œil-là, qui se présente comme le papa œil et père de Kitaro, eh bien, révèle déjà son existence. C'est un personnage atypique comme je les aime, pas au niveau du design, enfin si, il est atypique au niveau du design, mais c'est pas un design. Mais le design me fait penser un petit peu aux bonbons là que t'achètes à bas prix dans les foires fouilles, je sais pas trop comment ça s'appelle, là, tu vois les trucs comme ça. T'as des bonbons en forme d'œil qui sont tout dégoulinants, bon, ça me fait un petit peu penser à ça, mais le personnage, la psychologie du personnage est tellement cool que j'ai beaucoup aimé. Et puis le lien qu'il a avec son fils est quand même très attachant. Peut-être que c'est un connard dans le fond de l'histoire, sauf que je le sais pas par rapport au passé, mais j'en doute. Alors, il y a un truc aussi, avant de vous parler de l'introduction de l'histoire par le père, que j'ai pas pu bien saisir, comment la série justifie que Kitaro existe depuis 50 ans, parce que, en fait, Kitaro et surtout son père avaient l'air étonnés de la technologie du monde actuel, en particulier des smartphones. Le père, l'œil, se disait, mais c'est quoi ça, c'est une télé? Il savait même pas ce que c'était, en fait, il découvrait. Donc j'ai l'impression que Kitaro n'a pas été invoqué depuis très longtemps, genre depuis la dernière apparition en série télévisée, pourquoi pas. Mais comment est-ce que c'est justifié que Kitaro ne réapparaît pas, qu'il ne mène pas sa vie ailleurs, ou tu vois ce que je veux dire? J'ai pas bien compris comment ça se fait qu'il soit coupé du monde, est-ce qu'il est dans une autre dimension? Bon, si j'avais vu les anciennes séries, je saurais sûrement vous répondre, mais pour le moment, je ne sais pas. Mais je pense que c'est malgré tout un détail assez intéressant. Sinon, mis à part ça, le père confirme en fait ce que je vous ai dit en début de review, tout simplement la présence des yokai. Il lui explique un petit peu ce que c'est, des bêtes surnaturelles, machin, des entités qui se baladent un petit peu comme ça. Visiblement, d'après ce que j'ai compris, elles seraient toutes maléfiques. Je ne sais pas si dans l'historique de cette série, il y aurait des yokai qui sont positifs. Ça serait même drôle, allez, pourquoi pas que le père soit un yokai, mais bon, je pense pas, là c'est une théorie à la con, parce que sinon comment ça se ferait que Mana le verrait déjà, c'est impossible. Et puis dans le folklore japonais, les yokai sont des bêtes, enfin pas des bêtes, mais des entités, des êtres qui sont malfaisants. Donc je pense qu'ils le seront tous, mais on verra bien, ça serait cool aussi d'en avoir certains qui seraient des alliés, sans tomber dans le délire de Pokémon non plus. Et sinon, le père permet de confirmer aussi en regardant sur le smartphone tout simplement que les arbres, les transformations sont dues à un yokai. Ce sont des arbres vampires qui sont dus à un yokai que l'on appelle le je ne sais plus trop quoi sincèrement, le Nyobagari ou Nyobogari, un truc comme ça, Nyobagari je crois. Je suis pas bien sûr sincèrement, et j'ai pas vu de traduction dans les sous-titres de savoir ce que ça pourrait dire Nobiagari, mais bon, c'est pas bien grave, c'est un nom légèrement compliqué, mais en gros maintenant se lance une chasse pour trouver ce Nyobagari et faire en sorte qu'il arrête ses conneries avec ses arbres vampires et tout ça. Alors maintenant on en arrive dans une phase qui sera peut-être un petit peu plus flippante pour les enfants, pour les tout jeunes, dans un espèce, je sais plus si c'était un entrepôt désaffecté ou quoi, en fait si vous voulez les lieux dans lesquels ils se trouvent et tout, c'est pas forcément de quelque chose hyper intéressant pour l'histoire, c'est plus ce qui se passe qui est intéressant à nos yeux que là où ils se trouvent. Et ça je trouve que c'était pas mal dans la série sincèrement, et au final première rencontre avec cet être-là, voici donc ce à quoi un yokai peut bien ressembler dans cette série-là. Le design ne me plaît pas forcément, mais je pense qu'il y en aura divers et variés comme on le voit dans l'opening, donc voilà, ça c'était juste un pour nous mettre en bouche, c'est tout. Bizarre qu'il y ait un œil. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que le père de Kitaro pourrait être un yokai. Tout simplement parce que là, il y a un œil. À la fin de l'épisode, vous verrez qu'il en arrive un autre de yokai qui a un œil aussi. J'ai l'impression que cet œil est un petit peu un facteur commun à tous les yokai et le père en a un sur lui. Donc pourquoi pas, ça me semble assez logique après tout. Mais sinon, si je reviens sur l'intrigue, première rencontre avec ce truc-là qui est raté, la fille a failli faire tout foirer, c'est Kitaro qui l'a protégée volontairement et qui du coup s'est fait infecter par l'arbre vampire, et résultat, quelques minutes ou heures plus tard, il perd entre guillemets sa vie et se transforme lui aussi en arbre. Alors que pourtant Kitaro a mené un beau combat, on a vu déjà qu'il a des capacités physiques et spéciales qui sortent de l'ordinaire et du naturel, hein. Il a des capacités bien au-delà de ce que peut faire l'être humain, mais malgré tout il n'est pas immunisé contre ça. Et j'ai bien aimé aussi la période en milieu d'épisode avec les eye catch qui nous montrent les anciens designs de Kitaro et tout ça, c'était sympa, sincèrement dans l'idée. Mais sinon, revenu après la pause de l'épisode, eh bien, l'arbre vampire, oui, en quelque sorte, Kitaro est immunisé, oui et non, parce que il se transforme en arbre vampire, mais contrairement au commun des mortels, sur cet arbre-là, il y a un bourgeon qui se crée, et qui va donner naissance plus tard à une espèce de fruit, duquel va sortir Kitaro, remis à neuf en fait. Ça n'est pas clairement expliqué le pourquoi du comment il a pu s'en remettre. Est-ce que c'est lié à ses pouvoirs? Est-ce que sa force dépasse celle du Nyobagari, je sais pas quoi, et du coup il a pu repousser? Est-ce qu'il va être un petit peu infecté par cet arbre-là plus tard? J'en ai pas l'impression, c'est pas clair. Est-ce qu'ils se sont dit les enfants japonais vont pas trop se poser de questions, on s'en tape? Ou est-ce que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était un petit peu particulier. Toujours pour alimenter le mystère, les devins,
encore une fois sur cet arbre-là sur lequel Kitaro est en train de bourgeonner pour revenir à la vie, un petit peu comme un phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez, on a vu accroché sur une branche une espèce de petite vieille dame, j'ai l'impression, elle est apparue vraiment l'espace d'un instant, hein, au moment où Mana a levé les yeux, et elle était en train de la regarder souriante, aller savoir si c'était un humain, un mortel, un yokai aussi, ça n'avait pas l'air du tout, ça avait plus l'air d'un humain. Elle m'a rappelé un petit peu la vieille dame qu'il pouvait y avoir dans Ranma 1/2. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un petit vieux et une petite vieille maître en arts martiaux qui étaient un petit peu rivaux, même beaucoup pour ceux qui ont connu ce vieil animé. Ben elle m'a fait un petit peu penser à ça dans sa manière d'apparaître, de se comporter. Elle est apparue 1-2 secondes, pas plus, mais bon. Et toujours le mystère est entretenu parce qu'on a l'impression que le père de Kitaro a compris que Mana a vu cette apparition et il se met à rire. Tu vois, ça entretient cet aspect paranormal, cet aspect les autres savent mais moi je ne sais pas. Et sincèrement, moi je suis client et je vais vous le dire direct, cet animé Kitaro, cet épisode 1 était excellent. La seule question à vous poser, c'est est-ce que ce type d'histoire, est-ce que ce type d'ambiance vous plaît? Et moi je suis 100% client de ça, donc j'étais absorbé. Si c'est pas du tout votre délire, ben aussi bien que soit l'épisode, ça ne vous plaira pas. Mais ce n'est pas une histoire de défaut ou de qualité, c'est plus une histoire de goût, vraiment de subjectif par rapport à Kitaro. Mais clairement, on est là en face d'un des meilleurs départs en animé que j'ai pu voir ces dernières années. Cet épisode 1 était très très bien foutu. Alors, suite à quelques blabla, etc., suite à quelques bouts d'histoire concernant Kitaro et son enfance, concernant le fait qu'il a été aidé par un certain jeune homme et tout ça, chose qui n'a pas été très exploitée mais on en saura sûrement plus par la suite, eh bien Kitaro, comme je l'ai dit, revient et rebelote. C'est le round numéro 2 contre le Nobugari, j'oublie, désolé, le yokai quoi. Et cette fois-ci, Kitaro il va de manière beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus classe. Il utilise diverses attaques, une qui est assez drôle avec sa sandale qu'il envoie dans la tête du monstre, mais aussi des coups qui sont nettement plus jolis. Les esquives de Kitaro qui sont sympas. On sent qu'il y a pas mal d'impact quand Kitaro tape sur le monstre, donc ça j'ai beaucoup aimé aussi, avec de petits combats comme ça, vous voyez, pas besoin d'avoir des combats Dragon Ball Superesque pour sentir l'impact des coups, hein. Et puis Kitaro utilise son attaque finale, un espèce de pistolet pas de ki, mais voilà, tu m'as compris, c'est un petit peu ça dans le délire, de son espèce d'énergie spirituelle ou je ne sais pas quoi, parce que si, sauf erreur de ma part, l'énergie, c'est-à-dire le ki, le chakra, le reiatsu, enfin tu vois, ce genre de choses, n'a pas été présenté pour le moment dans cet animé-là. Je pense que ça portera un nom, hein, quelque chose. Peut-être que ça s'appellera juste le chakra, énergie spirituelle, je sais pas. Mais en tout cas, ça permet de voir que Kitaro en a sous le pied. J'ai pas l'impression qu'il soit extrêmement balèze, mais ça peut être sympa. Elle, Mana, pourra peut-être devenir aussi une chasseuse de yokai, pourquoi pas, un entraînement, je ne sais pas. La série dure 50 et quelques épisodes. Il y a de quoi faire sans non plus avoir trop besoin de s'attarder dessus. Ça peut être sympa, sincèrement, à l'avenir. Et puis, au final, cette menace est éradiquée. Sauf que, comme je vous l'ai dit, il arrive un autre yokai, visiblement, avec un espèce d'œil, comme je vous l'ai dit aussi, et qui va tirer une flèche en plein dans le dos de Kitaro, et là c'est fini. L'épisode nous dit à la semaine prochaine, on se reverra, tu vois, et vivement l'épisode 2, avec la preview et tout ça. Pourquoi est-ce que j'ai adoré ça? Tout simplement parce que j'ai trouvé que la structure de cet épisode numéro 1 sortait du cadre de l'archétype de l'épisode 1 du shonen en fait. C'était vraiment différent. C'était pareil, mais différent en même temps, dans le sens où bon, il y a une présentation des événements, il y a la connaissance du héros, ce genre de choses, un petit combat pour montrer ce à quoi la série pourrait ressembler plus tard, une mise en bouche, tu vois, un avant-goût, ça on l'a eu. Mais généralement, dans un premier épisode, qu'est-ce qui se passe? La menace arrive et le héros le tabasse, ou la menace arrive et ça coupe, comme récemment Black Clover l'a fait, tu vois, épisode 1, et à la fin, ben rendez-vous à l'épisode 2 pour voir comment il va s'en sortir. Sauf que là, ce n'est pas exactement ça. La menace, qui sert un petit peu de pilote, a été éradiqué en épisode 1, sauf qu'il en arrive une nouvelle qui plante une flèche en plein milieu du corps de Kitaro. Alors t'es pas bête, tu sais que Kitaro va pas crever au bout du deuxième épisode, quoique ça serait assez drôle, mais bon, je ne pense pas, mais ça te fout un coup de pression d'un coup. Tu te dis, putain, j'aimerais que beaucoup plus d'animés arrivent à me surprendre comme ça. C'était quelque chose qui n'était pas prévisible que d'un coup, quelqu'un d'inconnu débarque du toit et envoie une putain de flèche dans le ventre de Kitaro. Sincèrement, ça n'était pas du tout prévisible. Du coup, les devins, je pense que j'en ai pas grand chose de plus à vous dire sur cet épisode-là. Si ça continue d'être aussi bon, il y aura une review numéro 2, et ainsi de suite. Après, bien sûr, si on en est au 30e épisode, et que j'ai fait 30 reviews, et qu'à partir du 31 ça devient moins bien, ben je continuerai, par principe, tu vois. Mais là, au début, c'est une phase de test, on verra bien ce que ça donne, de découverte. Si ça vaut le coup de continuer, je continuerai aussi. Mais en tout cas, si vous voulez m'aider dans cette démarche-là, bien sûr, ce genre de vidéo, c'est du bonus par rapport à mon contenu Dragon Ball, ça remplace pas. Vous avez vu tout à l'heure, il y a eu une autre vidéo Dragon Ball qui est sortie avec une prédiction et tout ça, donc ça remplace rien du tout.
Donc oui, si vous voulez m'aider dans cette démarche-là, d'élargir un petit peu mon champ de vision, par exemple Gegege no Kitaro, etc., je compte sur vous pour m'aider. Du référencement sur YouTube, ça passe par vos likes, vos fameux j'aime, ces pouces bleus qui sont si chers à mes yeux et à ma chaîne YouTube surtout, parce que moi en soi les pouces bleus je m'en fous, mais c'est ma chaîne YouTube qui en a besoin. Donc votre soutien sera vraiment le bienvenu. Dites-moi en zone commentaire si vous avez pu mater cet épisode-là, et rapidement, voilà, vous me dites votre avis, c'était bien, c'était pas bien, etc. Prenez tous très bien soin de votre futur, je vous remercie vraiment d'avoir été là jusqu'à la fin de cette vidéo, et à plus pour de prochains arts divinatoires.